Pendant longtemps, les trous noirs ont été considérés comme une simple plaisanterie de mathématiciens. Albert Einstein lui-même, dont les équations ont pourtant prédit leur existence, a refusé jusqu'à la fin de sa vie de croire que le cosmos pouvait engendrer un objet aussi aberrant. Un trou noir est un endroit de l'espace où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Et comme rien dans notre univers ne voyage plus vite que la lumière, absolument rien ne peut s'en extirper. C'est le piège cosmique absolu. On a tendance à imaginer le trou noir comme un objet gigantesque, mais en réalité, toute sa masse est comprimée en un seul point invisible, situé au centre exact. Ce point s'appelle une singularité. Et ce que nous avons l'habitude de voir sur les images, cette immense sphère noire, n'est que sa frontière, l'horizon des événements. Tout ce qui franchit cette ligne disparaît à jamais de notre univers. D'où vient une force aussi phénoménale ? La réponse est simple, d'une compression extrême. En théorie, on pourrait transformer n'importe quoi en trou noir, à condition de le comprimer à la taille requise. Par exemple, si l'on comprimait notre Terre jusqu'à la taille d'une bille ou d'un bouton de culotte, elle deviendrait un trou noir. Si l'on faisait de même avec un être humain, en le comprimant à une taille inférieure à celle d'un atome, on obtiendrait un trou noir microscopique. Mais dans la pratique, l'humanité ne possède pas de telle presse. En revanche, le cosmos en possède une bien à lui, la gravité des étoiles mourantes. Chaque étoile dans le ciel est le théâtre d'une guerre éternelle. D'un côté, la gravité colossale de l'étoile tente de la comprimer en un point. De l'autre, un réacteur thermonucléaire brûle en permanence dans son noyau. L'hydrogène s'y transforme en hélium. Cette explosion nucléaire d'une puissance inouïe pousse de l'intérieur vers l'extérieur, empêchant l'étoile de s'effondrer. Cet équilibre se maintient pendant des milliards d'années. Mais le carburant de ce réacteur n'est pas infini. Tôt ou tard, l'hydrogène vient à manquer. L'étoile commence alors à brûler frénétiquement d'autres éléments. L'hélium, le carbone, l'oxygène, jusqu'à arriver au fer. Face au fer, le réacteur cale, car la fusion de cet élément ne produit aucune énergie. La pression interne disparaît en une fraction de seconde, mais la gravité, elle, reste. À ce moment précis, les couches externes de l'étoile s'effondrent vers l'intérieur à une vitesse atteignant un quart de la vitesse de la lumière. C'est le début de l'effondrement gravitationnel. L'issue finale dépend uniquement du poids de l'étoile. Si l'étoile était de taille modeste, comme notre Soleil, sa compression finira par s'arrêter. Les électrons au sein des atomes vont se repousser les uns les autres, et l'étoile se transformera en une naine blanche de la taille de la Terre. Le Soleil ne deviendra jamais un trou noir. Il est bien trop léger pour cela. Si l'étoile était plus massive, la gravité écrasera les électrons, les atomes seront détruits, et l'on obtiendra une étoile à neutrons. C'est un objet de la taille d'une ville, mais doté d'une densité si folle qu'une seule petite cuillère de sa matière pèserait autant que le mont Everest sur Terre. Mais si l'étoile était un véritable titan, environ 20 fois plus massif que le Soleil, alors il n'existe absolument aucune force dans la nature capable d'arrêter sa chute dans l'abîme. La gravité brise la résistance des atomes, des électrons et neutrons. La masse de ce monstre cosmique continue de se comprimer, dépassant la taille d'une ville, d'une maison, d'un ballon de football, puis d'un grain de sable. Au final, toute cette masse inimaginable se retrouve piégée dans un point de volume nul. Le tissu de l'espace et du temps se déchire tout autour. À l'emplacement de l'étoile morte s'allume une singularité, tandis qu'autour d'elle se dessine une frontière invisible, l'horizon des événements. Le trou noir est officiellement né, prêt à dévorer le cosmos. Ainsi, l'étoile s'est effondrée, laissant place à un point invisible de densité infinie, la singularité. Autour de ce point s'est formée la sphère que nous appelons l'horizon des événements. Au fond, c'est cela le trou noir au sens où on l'entend, sa silhouette visible. Autant le préciser, l'horizon des événements n'est pas une surface solide, ni la croûte d'une planète, ni un mur. C'est une simple ligne mathématique dans l'espace, la limite exacte ou la vitesse de libération,
la vitesse nécessaire pour échapper à la gravité, devient égale à la vitesse de la lumière. Tant que vous restez de ce côté-ci de la frontière, vous pouvez faire demi-tour et vous envoler, à condition d'avoir des moteurs assez puissants. Mais dès que vous franchissez cette ligne, ne serait-ce que d'1 millimètre, il n'y a plus aucun retour possible. Pour vous en extirper, il vous faudrait voyager plus vite que la lumière, ce que la physique de notre univers interdit formellement. Pourtant, le secret le plus fou et le plus hallucinant d'un trou noir ne réside pas seulement dans le fait que rien ne s'en échappe. Le véritable cauchemar commence lorsque l'on observe la manière dont un trou noir liquéfie et détruit le temps. Selon la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, l'espace et le temps ne sont pas de simples concepts abstraits. Ils forment un tissu unique que les scientifiques appellent l'espace-temps. Et n'importe quelle masse courbe ce tissu. Plus un objet est lourd, plus il déforme l'espace autour de lui. Et plus, le temps s'écoule lentement à sa proximité. C'est un fait scientifiquement prouvé, très sérieusement. Le temps s'écoule un tout petit peu plus lentement à vos pieds qu'à votre tête, parce que vos pieds sont plus proches du centre de la Terre et subissent une gravité légèrement plus forte. Sur Terre, cette différence est insignifiante, des milliardièmes de seconde que seules des horloges atomiques ultra précises peuvent détecter. En orbite terrestre, là où la gravité est plus faible, le temps défile mais plus vite. C'est pourquoi les ingénieurs doivent constamment corriger les horloges des satellites GPS, sans quoi la navigation de vos smartphones se décalerait de plusieurs kilomètres chaque jour. Imaginez maintenant un trou noir, dont la masse est des millions de fois supérieure à celle de la Terre, le tout comprimé en un point minuscule. La gravité y est si dantesque qu'elle ne se contente pas de ralentir légèrement le temps, elle le noue et le fige complètement. Pour comprendre comment cela fonctionne concrètement, faisons une expérience de pensée idéale à conceptualiser à l'écran. Imaginez un vaisseau spatial stationnant à proximité d'un trou noir. L'un des astronautes s'équipe d'une puissante lampe laser, s'élance du sas et commence à tomber droit vers le trou noir. À chaque seconde de sa chute, selon sa propre montre, il émet un bref éclat laser vers le vaisseau, à l'attention de son coéquipier. C'est là que commence le pur mysticisme, car le coéquipier resté à bord et l'astronaute en dérive vont observer deux scènes totalement différentes. Regardons d'abord à travers les yeux du coéquipier resté à distance de sécurité. L'astronaute descend. 1 minute passe, puis 2. À mesure que son ami approche de l'horizon des événements, le coéquipier remarque quelque chose d'étrange. Les intervalles entre les éclats laser commencent à s'allonger. Au début, le signal arrive toutes les secondes, puis toutes les minutes, toutes les heures, et enfin, 1 fois par jour. Pourquoi ? Parce que la gravité phénoménale du trou noir étire littéralement les ondes lumineuses. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge gravitationnel. Et par la même occasion, elle étire le temps lui-même. Pour le coéquipier resté à bord, son ami en chute semble bouger de plus en plus lentement, comme s'il était filmé dans un ralenti extrême. Le voilà qui frôle la limite de l'horizon des événements, et il se fige presque. La lumière qu'il émet devient de plus en plus faible et écarlate, car la gravité retient les photons avec force. Finalement, pour l'observateur extérieur, l'astronaute va se transformer en une silhouette rouge, à peine perceptible, immobile, figé à la frontière même de la sphère noire. Le coéquipier à bord du vaisseau peut attendre 1 heure, 1 an, 1 siècle, 1 milliard d'années. Il peut attendre que l'univers lui-même s'éteigne. Il ne verra jamais son ami franchir l'horizon des événements. Pour le monde extérieur, l'homme en chute restera éternellement suspendu au seuil de l'abîme. De l'avis de l'univers, le temps s'est arrêté pour lui. Changeons maintenant de caméra pour observer la situation à travers les yeux de l'astronaute qui tombe. Et là, la réalité bascule définitivement. L'astronaute poursuit sa descente. Il regarde sa montre-bracelet. Elle tourne tout à fait normalement, seconde après seconde, sans le moindre retard. Son pouls est régulier, ses pensées s'enchaînent à vitesse normale. Pour lui, son temps n'a pas ralenti d'un iota.
Il se retourne pour jeter un coup d'œil aux vaisseaux restés au loin et aux étoiles lointaines. Ce qu'il découvre alors est à couper le souffle. Étant donné que son propre temps s'est ralenti jusqu'à frôler le zéro absolu par rapport au reste de l'univers, tout le monde extérieur se met à accélérer de façon frénétique sous ses yeux. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton d'avance rapide d'un film à sa vitesse maximale. Durant la fraction de seconde qu'il met à parcourir les derniers mètres le séparant de l'horizon des événements, des milliers et des millions d'années d'histoire cosmique défilent en accéléré sous ses yeux. Il voit son coéquipier vieillir et mourir en un clin d'œil. Il voit le vaisseau spatial se dégrader et tomber en poussière. Il voit les étoiles environnantes exploser et s'éteindre, les galaxies entrer en collision. L'homme qui tombe dans le trou noir vit littéralement, en un instant, tout l'avenir du cosmos. Il assiste à la fin des temps. Puis, il franchit l'horizon des événements. Pour lui, cela se passe de manière fluide et banale, juste une ligne invisible. Mais dès qu'il se retrouve à l'intérieur, l'espace et le temps s'inversent au niveau de la physique fondamentale. Dans notre monde ordinaire, nous sommes libres de nos mouvements dans l'espace. Nous pouvons avancer, reculer, aller à gauche ou à droite. En revanche, nous sommes totalement impuissants face au temps. Nous ne pouvons ni l'arrêter, ni faire marche arrière. Nous sommes contre de progresser du passé vers le futur, seconde après seconde. Pour nous, le temps est un vecteur, une direction. À l'intérieur de l'horizon des événements, tout bascule. Le temps devient une coordonnée spatiale, et l'espace devient le temps. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'à l'intérieur du trou noir, la direction arrière vers la sortie n'existe tout simplement plus. Tout comme vous ne pouvez pas faire un pas vers hier dans le monde réel, vous ne pouvez physiquement pas faire un pas vers la sortie à l'intérieur d'un trou noir. Le centre du trou noir, cette fameuse singularité, n'est plus un point dans l'espace. C'est désormais un moment précis dans le temps, ancré dans votre avenir inéluctable. Tenter d'allumer les moteurs du vaisseau à l'intérieur du trou noir pour fuir le centre revient à essayer d'appuyer sur le frein pour empêcher le jour de demain d'arriver. C'est impossible. Pire encore, les équations démontrent que si vous poussez les moteurs à l'intérieur de l'horizon des événements pour résister à la chute, vous ne ferez qu'accélérer votre perte et percuter la singularité encore plus vite. La seule façon de survivre un tout petit peu plus longtemps là-dedans est de se détendre et de ne pas bouger du tout. Mais l'issue reste strictement la même. L'astronaute plonge vers le centre, et à mesure qu'il approche de la singularité, une pure mécanique de destruction entre en scène. Une force qui ne laissera pas la moindre trace de ses atomes. Dire qu'un trou noir détruit tout ce qui y tombe n'a rien d'une exagération stylistique. C'est un processus physique impitoyable qui porte dans le monde scientifique un nom officiel et très étrange, la spaghettification. Ou, pour faire plus simple, l'effet nouille. Pour comprendre son fonctionnement, il faut se rappeler comment fonctionne la gravité. La force d'attraction d'un objet dépend de la distance qui vous en sépare. Plus vous êtes proche, plus vous êtes attiré. Dans la vie de tous les jours, nous ne le remarquons pas. Par exemple, quand vous êtes debout sur Terre, vos pieds sont un tout petit peu plus proches du centre de la planète que votre tête. De ce fait, vos pieds sont attirés vers la Terre un brin plus fort que le sommet de votre crâne. Mais cette différence est tellement dérisoire que notre corps est incapable de la ressentir. Mais si vous vous retrouvez à proximité d'un trou noir, cet écart insignifiant se transforme en arrêt de mort. Imaginez que vous tombiez les pieds en avant vers un trou noir de masse stellaire. La distance entre vos pieds et votre tête est, disons, d'environ 2 mètres. À l'échelle de la gravité sauvage d'un trou noir, ces 2 mètres représentent un gouffre colossal. À mesure que vous approchez de l'horizon des événements, la force avec laquelle le trou noir tire sur vos pieds se met à grimper de façon exponentielle. Elle devient des milliers, des dizaines de milliers, puis des millions de fois plus puissante que celle qui s'exerce sur votre tête. Vous commencez littéralement à vous étirer en longueur. Mais en même temps, les lignes gravitationnelles du trou noir convergent vers son centre, vers un point unique. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement étiré vers le bas, vous êtes aussi comprimé sur les côtés.
Au final, n'importe quel corps, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un immense vaisseau spatial ou d'une planète entière, se transforme en un long filament de matière incroyablement fin. Vous serez d'abord étiré à la taille d'un poteau télégraphique, puis à l'épaisseur d'un fil, et dans les toutes dernières microsecondes avant l'horizon des événements, la gravité brisera les liaisons moléculaires et atomiques de votre corps. Un être humain devient un flot continu d'atomes isolés, étiré en un spaghetti cosmique qui s'engouffre à toute vitesse dans le trou noir. C'est cela, la spaghettification. Pourtant, les scientifiques ont découvert ici un paradoxe stupéfiant qui semble totalement absurde. Il s'avère que plus un trou noir est petit, plus il est agressif, et plus il est grand, plus il se montre accueillant envers l'astronaute en chute. Comparons deux types de trous noirs. Le premier est le trou noir de masse stellaire. Il est né de l'explosion d'une seule grande étoile. Il est relativement petit, son horizon des événements peut avoir la taille d'une grande ville comme New York ou Kiev. Mais comme toute cette masse immense est confinée dans un volume aussi restreint, la gravité à sa frontière varie de façon brutale. Les forces de marée y sont terrifiantes. Si vous tombiez dans un tel trou noir, l'effet de spaghettification vous déchirerait jusqu'aux atomes bien avant que vous n'ayez pu atteindre l'horizon des événements. Vous mourriez en plein espace, sans même avoir eu le temps de franchir la ligne de non-retour. Prenons maintenant le second type, le trou noir supermassif. Ces monstres trônent au centre des grandes galaxies, y compris notre Voie lactée, et pèsent autant que des millions ou des milliards de soleils. En raison de cette masse gigantesque, la taille de leur horizon des événements est tout simplement colossale. Elle peut dépasser celle de tout notre système solaire, avec ses planètes et ses orbites. Et c'est là qu'interviennent de pures mathématiques. Le rayon de ce trou noir étant immense, sa frontière se situe très loin du point central, de la singularité. Cela signifie que la gravité au niveau de l'horizon des événements se répartit de manière très progressive. La différence d'attraction entre vos pieds et votre tête sur cette frontière sera pratiquement imperceptible. Cela mène à une conclusion stupéfiante. Si vous tombiez dans un trou noir supermassif, vous ne ressentiriez absolument rien. Vous franchiriez l'horizon des événements tranquillement, sans douleur ni déformation. Vous vous retrouveriez à l'intérieur du trou noir, sain et sauf. Le sommet de votre crâne et vos pieds seraient toujours en place. Votre vaisseau poursuivrait sa route. Vous deviendriez l'un des rares êtres dans l'univers à découvrir ce qui se cache de l'autre côté du rideau cosmique. Mais la fête sera malheureusement de courte durée. L'horizon des événements est franchi, il n'y a plus de retour possible, et le terminus vous attend droit devant. Peu importe la douceur de l'entrée, vous foncez en ligne droite vers la singularité. Et plus vous vous en approchez, plus l'espace se contracte autour de vous. Très vite, les forces de marée vous rattraperont, même au sein d'un trou noir supermassif. Le flux d'atomes issus de l'ancien astronaute percutera le cœur des ténèbres à pleine vitesse. Et c'est ici que nous nous heurtons à la plus grande impasse de la science moderne. Qu'advient-il de la matière lorsqu'elle entre en collision avec la singularité ? Où passe tout ce que le trou noir a englouti ? Lorsque le flot d'atomes de notre astronaute franchit l'horizon des événements, il fonce vers le centre du trou noir. Au bout de ce voyage, l'attend un objet qui fait pleurer les meilleurs physiciens de la planète, la singularité. Qu'est-ce que c'est ? Si l'on se fie à la relativité générale d'Einstein, la singularité est un point où la masse gigantesque de l'ancienne étoile se retrouve comprimée dans un volume nul. Reprenons les bases des mathématiques scolaires. Comment calcule-t-on la densité d'un objet ? On divise sa masse par son volume. Ici, notre masse est gigantesque et notre volume est égal à 0. Si l'on divise n'importe quel nombre par 0, on obtient l'infini. À ce moment précis, les scientifiques sentent un tic nerveux les gagner.
Dans l'univers physique réel, rien d'infini ne peut exister. Une densité infinie, une température infinie, une courbure infinie de l'espace-temps, tout cela n'indique qu'une chose: notre théorie principale sur la gravité s'effondre et cesse de fonctionner en ce point. Dans le jargon scientifique, on appelle cela une zone d'incompatibilité mathématique. En clair, la physique s'y suicide. Pour réussir à se représenter ce qui se passe dans une singularité, oubliez le cliché de la bille de matière super dense posée au fond du trou noir. À l'intérieur de l'horizon des événements, comme nous l'avons vu, l'espace et le temps s'inversent. La singularité n'est donc pas un lieu dans l'espace. C'est un moment dans le temps, situé dans le futur. Quand vous tombez dans un trou noir, la singularité n'est pas un mur vers lequel vous foncez. C'est un événement qui va inévitablement se produire. C'est comparable à demain. On ne peut pas percuter le jour de demain, on peut seulement l'atteindre. De la même façon, la matière en chute ne heurte pas la singularité, elle atteint simplement le terme ultime de son existence, là où le temps lui-même s'interrompt et s'arrête. C'est une impasse pour l'espace et le temps, la fin de l'histoire pour n'importe quel atome. Mais qu'advient-il de la matière à cet instant final ? Notre meilleure théorie de la gravité affirme qu'elle se comprime en un point infiniment petit et disparaît. Pourtant, nous possédons une seconde théorie majeure, la mécanique quantique, qui régit le monde des microparticules. Et elle a un avis totalement différent sur la question. La mécanique quantique interdit formellement aux particules de se comprimer jusqu'à atteindre un volume nul. Il existe le principe d'incertitude de Heisenberg, qui stipule simplement qu'on ne peut pas enfermer une particule dans un volume rigoureusement nul sans qu'elle ne se mette à s'agiter frénétiquement pour résister à la compression. De plus, le monde quantique impose une taille minimale possible dans l'univers, la longueur de Planck. C'est une valeur minuscule, environ 10 à la puissance moins 35 mètres. Rien ne peut exister en deçà de cette taille dans notre réalité. Le tissu même de l'espace perd tout son sens sous ce seuil et se transforme en une écume quantique bouillonnante. C'est là que nos deux théories majeures s'affrontent dans un duel à mort. La relativité d'Einstein hurle: la matière doit se comprimer en un zéro absolu. Ce à quoi la mécanique quantique répond: impossible, on ne peut pas comprimer plus bas que la longueur de Planck. Pour réconcilier ces deux géants, les scientifiques tentent actuellement de bâtir une nouvelle physique, la gravité quantique. Les deux hypothèses les plus en vogue dans ce domaine, la théorie des cordes et la gravitation quantique à boucle, proposent des issues très élégantes à cette impasse. Selon ces théories, il n'existe aucune singularité infinie au centre d'un trou noir. À la place de ce point se trouve toute autre chose. Par exemple, les partisans de la gravitation à boucle soutiennent que l'espace est constitué de minuscules boucles ou quanta indivisibles. Quand l'étoile mourante se comprime, elle atteint la limite de Planck, et ces boucles ne peuvent plus se contracter davantage. Il se produit alors un rebond quantique colossal. La matière tente d'exploser vers l'extérieur, mais la gravité sauvage du trou noir bloque cette explosion, la séquestrant à l'intérieur. On obtient ce qu'on appelle une étoile de Planck, un objet doté d'une densité phénoménale, mais néanmoins finie. Les physiciens théoriciens vont encore plus loin. Certaines équations indiquent qu'au moment où la matière atteint ce point ultime ultra dense, elle pourrait transpercer le tissu de notre univers et se retourner à l'envers, créant ainsi dans une autre réalité ou un autre point du cosmos un objet inversé, un trou blanc. Mais nous reviendrons sur ces portails cosmiques un peu plus tard. Aussi, il nous faut examiner un autre fait d'importance. Jusqu'ici, nous avons imaginé le trou noir comme une sphère sombre, parfaite et statique. Mais dans le cosmos réel, de tels trous noirs parfaits n'existent pas. Ils font tous exactement la même chose que les étoiles dont ils sont issus. Ils tournent sur eux-mêmes à une vitesse folle et destructrice. Et cette rotation engendre de nouvelles anomalies encore plus sauvages. Tous les trous noirs dont nous avons parlé jusqu'à présent, ces sphères statiques et immobiles, n'existent que sur le papier. Dans le cosmos réel, ils n'ont pas leur place.
Pourquoi ? Parce que toutes les étoiles de l'univers tournent autour de leur axe. Notre Soleil effectue une rotation en 1 mois environ, la Terre en 24 heures. Lorsqu'une étoile géante s'effondre en un trou noir, ses dimensions sont divisées par des millions, tandis que toute sa vitesse de rotation est conservée. Ce principe physique s'appelle la conservation du moment cinétique. C'est l'exemple classique du patineur sur glace. Lorsqu'il ramène ses bras contre son corps, il se met à tourner à une vitesse fulgurante. Le même phénomène se produit avec l'étoile. En se comprimant en un point, elle se met à tourner à des vitesses soniques, des milliers de tours par seconde. En 1963, le mathématicien Roy Kerr a résolu les équations pour un tel objet, et les scientifiques en sont restés bouche bée. Il s'est avéré qu'un trou noir en rotation, qu'on appelle un trou noir de Kerr, est une structure bien plus complexe et dangereuse qu'un trou noir immobile. La première différence, et la plus cruciale, est qu'un trou noir en rotation entraîne littéralement le tissu même de l'espace-temps dans sa course. Il fait tourner le cosmos autour de lui, comme une cuillère fait tourner le thé dans un verre. Ce phénomène est connu en physique sous le nom d'effet Lens-Steering ou entraînement des référentiels. Imaginez que vous approchiez d'un tel trou noir à bord d'un vaisseau spatial. Vous auriez beau enclencher les moteurs les plus puissants du monde et les orienter à l'inverse du sens de rotation du trou noir, cela ne changerait rien. La force avec laquelle l'espace lui-même est entraîné est si gigantesque qu'elle finirait de toute façon par vous emporter dans ce tourbillon cosmique. Vous seriez contraint de tourner au rythme du cosmos. En raison de cette rotation effrénée, une zone unique se forme autour de l'horizon des événements, une zone absente chez les trous noirs ordinaires. Elle s'appelle l'ergosphère. Sa forme n'est pas celle d'une sphère parfaite, mais plutôt d'un ellipsoïde aplati, semblable à une citrouille ou à une mandarine écrasée. L'ergosphère est un endroit particulièrement étrange. D'un côté, elle se situe à l'extérieur de l'horizon des événements. Cela signifie qu'en théorie, une fois entré dans l'ergosphère, vous pouvez encore vous échapper vers l'espace universel. Mais d'un autre côté, il est physiquement impossible de rester immobile au sein de l'ergosphère. L'espace y défile en cercle plus vite que la lumière, emportant toute matière dans sa course. Et c'est précisément à cette ergosphère qu'est rattachée l'une des expériences de pensée les plus brillantes de l'histoire de la cosmologie, imaginée par le physicien Roger Penrose. Elle est baptisée le processus de Penrose et constitue au fond un moyen légal de dépouiller un trou noir. Imaginez que l'humanité du futur ait besoin d'une quantité gigantesque d'énergie. Construire des réacteurs à fusion ou capter la lumière des étoiles, c'est dépassé. Il nous faut une puissance pure, infinie. Les physiciens du futur équipent un vaisseau cargo spatial et l'envoient directement dans l'ergosphère d'un trou noir en rotation. Le vaisseau pénètre dans ce vortex spatial frénétique et accélère jusqu'à des vitesses folles, simplement parce qu'il est entraîné par l'espace lui-même. Au moment le plus critique, le pilote largue une lourde charge dans le trou noir. Par exemple, un conteneur de déchets radioactifs, ou tout simplement un énorme bloc de roche. Mais il le largue d'une manière bien précise, exactement dans le sens inverse de la rotation du trou noir lui-même. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Le conteneur franchit l'horizon des événements et plonge dans la singularité, emportant avec lui un moment cinétique négatif. Quant au vaisseau spatial, il reçoit une poussée réactive monumentale par simple effet de recul et est éjecté de l'ergosphère pour retourner dans l'espace. Le plus beau dans cette histoire, c'est que lorsque les scientifiques ont fait les calculs de ce tour de passe-passe, ils ont été sidérés. Le vaisseau ressort de l'ergosphère en possédant nettement plus d'énergie qu'il n'en avait avant d'y entrer. D'où provient cette énergie excédentaire ? Le vaisseau l'a littéralement volé au trou noir. Il a récupéré une partie de son énergie cinétique de rotation. Chaque fois que nous réalisons ce tour, le trou noir ralentit un tout petit peu sa course, et nous récupérons une énergie monumentale, pratiquement gratuite. Mais si vous choisissez de ne pas piller le trou noir et de poursuivre votre route jusqu'à son centre exact, c'est une toute autre singularité qui vous accueillera, à l'intérieur d'un trou noir de Kerr. Chez un trou noir immobile, la singularité est, nous l'avons vu, un point, le terminus. Chez le trou noir de Kerr en rotation, la force centrifuge étire ce point pour en faire un anneau parfait tournant à toute vitesse.
c'est une singularité en anneau. Et cela change complètement les règles du jeu. Si la singularité est un anneau, il devient théoriquement possible de passer à travers. Vous n'êtes plus condamné à vous comprimer indéfiniment en un point pour y mourir. Les modèles mathématiques indiquent que si un astronaute parvient à plonger pile au centre de cet anneau, sans en frôler les bords, il ne mourra pas. Il traversera la singularité annulaire comme on traverse un portail, et ressortira de l'autre côté. Où cela mène-t-il ? Les équations d'Einstein apportent une réponse fantastique. En traversant le cœur d'un trou noir en rotation, vous pouvez déboucher soit dans un univers totalement différent, soit dans le nôtre, mais dans un passé lointain ou un futur profond. Un trou noir de Kerr est une machine à voyager dans le temps, et un pont intergalactique fourni clé en main par la nature elle-même. Mais avant de boucler vos valises et de sauter dans l'anneau de Kerr, il nous faut redescendre sur Terre. Dans la réalité, ce pont est très probablement verrouillé. Et ce qui le bloque, c'est une autre propriété quantique des trous noirs, qui condamne ces titans immortels à s'évaporer lentement et mourir. Pendant longtemps, on a pensé qu'un trou noir était un aller simple absolu. Tout ce qui y tombait y restait à jamais, et le trou noir lui-même ne pouvait que grandir en dévorant le cosmos environnant. Il en découlait logiquement que les trous noirs étaient immortels. Mais en 1974, un jeune physicien encore peu connu du grand public, Stephen Hawking, a provoqué une véritable révolution. Il a entrepris d'associer les lois de la mécanique quantique et de la gravité à la frontière même du trou noir. Ce qu'il a découvert a secoué le monde scientifique. Les trous noirs ne font pas que briller. Ils s'évaporent lentement et finissent par disparaître totalement. Pour comprendre comment cela est possible, il nous faut plonger dans l'espace absolument vide à l'échelle subatomique. En physique quantique, le concept de vide absolu n'existe pas. En réalité, le vide bouillonne comme un bouillon de culture. À chaque nanoseconde, en tout point de l'espace, des paires de particules dites virtuelles surgissent du néant. L'une possède une énergie positive, l'autre une énergie négative. Elles apparaissent un instant, s'entrechoquent aussitôt, s'annihilent et retournent au néant. Le cosmos emprunte constamment de l'énergie à lui-même et rembourse sa dette sur le champ. Ce processus se déroule partout et en ce moment même. Mais que se passe-t-il si une telle paire de particules virtuelles apparaît précisément sur la frontière de l'horizon des événements d'un trou noir ? Imaginez la scène. Les deux particules s'élancent dans des directions opposées. Et à cet instant précis, l'une d'elles franchit l'horizon des événements et plonge à l'intérieur du trou noir, tandis que la seconde reste à l'extérieur. Désormais séparées, elles ne peuvent plus se percuter ni s'annihiler. La dette envers le vide n'est pas remboursée. Cependant, la physique exige un équilibre. Pour que la particule virtuelle restée à l'extérieur devienne réelle et puisse s'envoler dans l'espace, sa sœur déchue doit posséder une énergie négative. En tombant à l'intérieur du trou noir, la particule d'énergie négative vient soustraire de la masse au trou noir. Pour un observateur extérieur, le phénomène est stupéfiant. Le trou noir émet de lui-même un flux de particules minuscules et perd ainsi du poids. C'est ce flux que l'on a baptisé le rayonnement de Hawking. Certes, cette évaporation s'effectue à une lenteur atroce. Un trou noir de la masse de notre Soleil mettra plus de temps à s'évaporer que l'âge actuel de notre univers tout entier. Mais plus le trou noir rétrécit, plus le processus s'accélère. Dans les toutes dernières secondes de son existence, le trou noir se met à perdre de la masse à une vitesse folle et achève sa vie dans une explosion nucléaire magistrale, équivalente à la détonation de millions de bombes à hydrogène. La découverte de Hawking était géniale, mais elle a soulevé un problème redoutable auquel les scientifiques sont encore confrontés aujourd'hui. On l'a baptisé le paradoxe de l'information. La physique quantique repose sur une loi sacrée et inviolable. L'information dans l'univers ne peut jamais être détruite. Par information, les scientifiques n'entendent pas des clés USB contenant des films,
mais l'état quantique exact de l'ensemble des atomes et des particules. Si vous brûlez une lettre en papier, l'information n'est pas perdue à jamais. Si l'on récupérait la totalité des cendres, de la fumée, du rayonnement thermique, et qu'on les soumettait à un supercalculateur pour remonter le temps, on pourrait reconstituer intégralement le texte de la lettre. Pour la physique, le passé demeure toujours indissociablement lié au futur. Regardez maintenant ce que fait un trou noir. Vous y jetez cette même lettre ou un vaisseau spatial entier. L'information franchit l'horizon des événements et plonge dans la singularité. Ensuite, le trou noir s'évapore pendant des billions d'années via le rayonnement de Hawking. Or, ce rayonnement est un éclat thermique totalement aléatoire et chaotique. Il ne présente aucune organisation. Il ne véhicule aucune donnée sur ce que le trou noir a englouti par le passé. Au final, le trou noir explose complètement et disparaît. Les scientifiques posent alors la question: où est passée l'information concernant le vaisseau ? Si elle s'est volatilisée avec le trou noir, cela signifie qu'une loi fondamentale de la mécanique quantique a été transgressée. C'est un désastre pour la science, car si l'information peut être détruite, toute notre physique devient un château de cartes, et nous perdons la capacité de prédire l'avenir. Pendant plus de 30 ans, Stephen Hawking a ferraillé avec un autre grand physicien, Leonard Susskind. Hawking s'obstinait à répéter « L'information est tout simplement effacée, faites avec ». Ce à quoi Susskind rétorquait « C'est impossible, nous finirons par trouver l'erreur ». Cette guerre intellectuelle est restée gravée dans l'histoire sous le nom de guerre du trou noir. Et Susskind a gagné. Il a déniché une faille et a avancé une idée folle qui bouleverse aujourd'hui notre perception de la réalité. Le principe holographique. Susskind a prouvé que lorsqu'un objet tombe dans un trou noir, sa réplique tridimensionnelle plonge bel et bien à l'intérieur pour y être détruite. En revanche, l'intégralité de son information quantique se retrouve piégée sur l'horizon des événements lui-même. Elle se retrouve comme étalée sur la surface bidimensionnelle de la sphère noire, sous la forme d'un immense hologramme crypté. Au fur et à mesure que le trou noir s'évapore, le rayonnement de Hawking emporte progressivement cette information depuis la surface pour la restituer au cosmos. Le paradoxe de l'information était résolu, mais le prix de ce sauvetage s'est avéré particulièrement lourd. Si l'information d'un objet tridimensionnel situé à l'intérieur d'un trou noir peut être intégralement stockée sur sa frontière bidimensionnelle, se pourrait-il que notre univers tout entier fonctionne de la même manière ? À l'heure actuelle, des physiciens explorent très sérieusement l'hypothèse selon laquelle nous, nos planètes, nos étoiles et tout le cosmos en 3 dimensions ne serions qu'une projection tridimensionnelle, un hologramme gravé sur une lointaine frontière bidimensionnelle de notre univers. Et ce sont précisément les trous noirs qui nous ont menés vers cette réflexion. Mais que se passe-t-il si nous regardons encore plus loin ? Les équations d'Einstein, qui ont donné naissance aux trous noirs, admettent une autre solution, un effet miroir. Et si le trou noir représente une impasse absolue, il doit impérativement exister ailleurs dans le cosmos une source absolue, un trou blanc. Les équations de la relativité générale d'Einstein possèdent une propriété étonnante. Elles se moquent éperdument du sens dans lequel s'écoule le temps, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Pour les mathématiques, c'est identique. Si vous prenez les équations décrivant un trou noir et que vous inversez simplement la flèche du temps, vous obtenez un objet totalement inédit et fantastique. Les physiciens l'ont baptisé « trou blanc ». Si le trou noir est un aspirateur cosmique absolu qui ne fait qu'attirer la matière sans jamais rien laisser sortir, le trou blanc en est l'exact opposé. Il est physiquement impossible d'y pénétrer. L'horizon des événements d'un trou blanc agit comme un bouclier unilatéral parfait. Il expulse continuellement des tonnes de matière, de gaz et de rayonnement depuis son intérieur, mais aucun objet dans l'univers ne peut forcer cette frontière pour y entrer. Pour un trou blanc, vous vous situerez systématiquement dans le passé, tandis que tout ce qu'il rejette voyage vers le futur. Dans le cosmos réel, les astronomes n'ont pas encore identifié le moindre trou blanc confirmé.
Pendant longtemps, ils ont été relégués au rang de pure abstraction mathématique, incapables d'exister dans la nature. Mais les physiciens théoriciens ne se sont pas arrêtés là, et ont interconnecté les trous noirs et les trous blancs au sein d'un système unique. En 1935, Albert Einstein et Nathan Rosen ont étudié la géométrie de l'espace autour des singularités. Ils ont découvert qu'un trou noir à un endroit de l'univers pouvait être directement relié à un trou blanc dans un endroit complètement différent. Les scientifiques ont appelé ce tube spatial hypothétique le pont d'Einstein-Rosen. Dans la culture populaire, un nom plus simple et plus célèbre s'est imposé, un trou de verre. Imaginez le tissu de l'espace comme une simple feuille de papier. Pour voyager d'un bord à l'autre de la feuille, vous devez parcourir tout le trajet en ligne droite, ce qui prendrait des millions d'années-lumière. Mais si nous plions cette feuille en deux et que nous la transperçons avec un crayon, nous relions deux points éloignés par un court tunnel direct. Un trou de verre, c'est exactement ce crayon. L'entonnoir d'entrée de ce tunnel est un trou noir, le conduit lui-même est un corridor interdimensionnel, et l'orifice de sortie est un trou blanc. Si ce pont fonctionnait de la même manière que sur le papier, l'humanité aurait obtenu un moyen idéal pour les voyages interstellaires. Vous plongez dans un trou noir à la périphérie de la Voie lactée, vous traversez le tunnel, et, une seconde plus tard, vous sortez d'un trou blanc dans la lointaine galaxie d'Andromède, à des millions d'années-lumière de chez vous. Sans violer la vitesse de la lumière, sans long voyage de plusieurs siècles en état d'anabiose. Rapide, simple, efficace. Mais la physique réelle, comme d'habitude, détruit tous les rêves fantastiques des réalisateurs de cinéma. Dès que les scientifiques ont tenté de calculer la stabilité d'un tel tunnel, ils ont été confrontés à une dure réalité. Les ponts d'Einstein-Rosen sont incroyablement instables, à tel point qu'ils n'existent que pendant un instant. Dès qu'un seul photon de lumière ou le plus minuscule atome de matière tombe dans le trou noir, sa gravité détruit instantanément l'équilibre du tunnel. Le trou de verre s'effondre sur lui-même plus vite que la lumière n'a le temps de voyager de l'entrée à la sortie. L'astronaute en chute se retrouvera simplement enfermé à l'intérieur, le tunnel se brisera et l'homme se transformera en une autre portion de nourriture pour la singularité. Pour maintenir le trou de verre ouvert et l'empêcher de s'effondrer, les ingénieurs du futur auraient besoin de quelque chose de totalement fou, la matière exotique. C'est une substance hypothétique qui possède une masse négative et une gravité négative. Contrairement à la matière ordinaire qui attire tout autour d'elle, la matière exotique repousse l'espace. Si l'on tapissait les parois du trou de verre avec une telle substance, son antigravité agirait comme des entretoises solides qui maintiendraient le tunnel ouvert malgré les vaisseaux qui le traversent. Le problème est que, dans le monde macroscopique, personne n'a encore trouvé de matière exotique. La mécanique quantique est capable de créer des zones microscopiques avec une énergie négative, par exemple dans l'effet Casimir, mais ces miettes sont nettement insuffisantes pour construire un portail pour un vaisseau spatial. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, les trous blancs et les trous de verre restent de simples belles formules sur un tableau. Mais les trous noirs n'ont pas disparu. Et même s'ils ne sont pas des portails vers d'autres galaxies, leur rôle réel dans notre univers est beaucoup plus vaste. Ils ne sont pas simplement des tueurs silencieux, ils sont les maîtres finaux de notre monde, qui resteront dans le cosmos lorsque tout le reste se sera transformé en poussière. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le ciel nocturne, les planètes, les étoiles, les nébuleuses brillantes et les galaxies géantes, n'est qu'une lueur temporaire et éphémère dans l'histoire du cosmos. Notre univers vieillit inévitablement. En raison de l'expansion constante de l'espace, les réserves de gaz interstellaires s'épuisent. Dans environ 100 trillions d'années, le cosmos aura totalement épuisé ses ressources. La dernière étoile naîtra, elle finira de brûler, et l'univers plongera dans une obscurité absolue et éternelle. Les scientifiques appellent cette période l'ère des trous noirs. Dans ce futur lointain et glacé, les trous noirs resteront les seuls maîtres du cosmos. Toutes les planètes quitteront leurs orbites et seront englouties.
les restes des étoiles brûlées tomberont dans l'abîme. Les trous noirs grandiront jusqu'à des tailles inimaginables et effrayantes, pesant autant que des amas entiers de galaxies. L'espace entre eux sera si vaste, et l'expansion de l'univers si rapide, qu'un trou noir ne verra plus jamais un autre trou noir. Chacun d'eux se retrouvera dans une isolation éternelle et parfaite, au milieu d'un océan absolument vide et mort. Mais, comme nous le savons déjà grâce à Stephen Hawking, même ces titans ne sont pas immortels. Ils vont eux aussi fondre. L'ère des trous noirs durera un temps inimaginablement long. Pour vous faire comprendre l'échelle, un trou noir supermassif s'évaporera pendant environ 10⁻100 ans. C'est un suivi de 100 zéros. Le cerveau humain est physiquement incapable de concevoir ce nombre. Face à cette durée colossale, toute l'histoire actuelle de l'univers, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, représente moins d'un instant, moins d'un claquement de doigts. Des trillions et des trillions d'années, les trous noirs resteront silencieux dans l'obscurité, rendant lentement leur masse au cosmos vide, particule par particule, à travers le rayonnement de Hawking. Mais plus le trou noir deviendra petit, plus ses derniers souffles seront chauds. Lorsque l'univers atteindra un nombre d'années impensable, cette série cosmique touchera à sa fin. Les trous noirs commenceront à mourir les uns après les autres. Réduit à la taille d'une montagne, le trou noir commencera à briller plus fort que le soleil. Comprimé à la taille d'une maison, il projettera des radiations comme un réacteur frénétique. Et dans la toute dernière fraction de seconde de sa vie, chaque trou noir explosera dans un éclat de lumière aveuglant et furieux. Ce sera le salut d'adieu d'un cosmos mort. L'explosion finale du dernier trou noir évaporé marquera la mort définitive et absolue de notre univers. Après cela, il ne restera rien. Ni atome, ni matière, ni espace, ni temps. Seulement une soupe infinie, froide et se refroidissant, de photons aléatoires qui s'envolent vers nulle part. Les trous noirs ont commencé leur voyage comme des bourreaux et des destructeurs cosmiques. Mais au final, ils se sont révélés être les principaux gardiens de l'histoire. Pendant des trillions d'années, ils ont soigneusement conservé sur leur horizon des événements toute l'information sur ce qu'était notre univers, quelles étoiles y brillaient, et quelles créatures les regardaient depuis des planètes lointaines. Et lorsque le dernier trou noir disparaîtra, la mémoire même du fait que ce monde a existé un jour disparaîtra avec lui. La physique, qui est née d'une explosion au début des temps, refermera son cercle dans une singularité glacée. Et le cosmos redeviendra ce qu'il a toujours été, un vide idéal et éternel.